tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de 5 minutes d'arrêt en pénal. Nous avons ce mois-ci retenu 3 décisions importantes. Tout d'abord, un arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne en matière de prélèvement d'empreintes digitales et génétiques par la police. Dans cette affaire, la Cour de justice juge que la collecte systématique de données biométriques et génétiques des personnes mises en examen est contraire à la directive police-justice de 2016. En l'espèce, une personne avait été mise en examen pour participation à un groupement criminel en vue de commettre des fraudes fiscales. Elle avait refusé que les policiers la prennent en photo et prélèvent ses empreintes digitales et génétiques. La juridiction bulgare, qui devait statuer sur l'exécution forcée de ces prélèvements, a alors posé une question préjudicielle à la CJUE. Celle-ci considère que certes, la directive police-justice ne s'oppose pas à ce qu'une législation nationale prévoie la collecte forcée des données biométriques et génétiques à l'égard des personnes contre qui il existe des éléments de preuve importants qu'elles ont commis une infraction et qui ont été mises en examen pour ce motif. Cependant, le droit national doit prévoir l'obligation pour l'autorité compétente de démontrer que cette collecte est absolument nécessaire à la réalisation des objectifs concrets poursuivis et d'autre part, que ces objectifs ne peuvent pas être atteints par une intrusion moins importante dans les droits et libertés de la personne concernée. En d'autres termes, ces traitements de données peuvent être autorisés, mais uniquement en cas de nécessité absolue. Cet arrêt important pourrait avoir des répercussions en France, où le prélèvement des empreintes digitales et génétiques est prévu pour de très nombreuses infractions. Et alors que le FNAEG, le Fichier national des empreintes génétiques, stocke actuellement plus de 5 millions de profils, soit environ 10% de la population française, bien plus de personnes peuvent être identifiées grâce aux recherches en parentèle. Dans une décision rendue quelques jours avant celle de la CJUE, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, avait annulé la mise en examen d'Agnès Buzyn. L'ancienne ministre de la Santé était poursuivie devant la Cour de justice de la République, qui est la seule juridiction compétente pour juger les ministres, pour le délit de mise en danger d'autrui à la suite de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Article 223-1 du Code pénal. Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou à un risque immédiat de blessure de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité qu'impose une loi ou un règlement est puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Comme vous venez de le voir, le délit de mise en danger d'autrui ne peut être reproché à une personne que si la loi ou un règlement lui impose une obligation particulière de prudence ou de sécurité. Or, l'Assemblée plénière relève qu'aucun des textes auxquels s'est référée la commission d'instruction de la CJR, la Cour de justice de la République, pour mettre en examen l'ancienne ministre de la Santé, ne prévoit d'obligation particulière de prudence ou de sécurité. Les articles visés du Code de la santé publique, du Code de la défense et d'un décret de 2017 se bornent en effet à fixer en termes généraux les attributions, les pouvoirs et les devoirs du ministre de la Santé et des Solidarités, sans imposer d'obligation particulière. Dès lors, la Cour de cassation annule la mise en examen de l'ancienne ministre. Cette annulation, conformément au Code de procédure pénale, a pour effet d'attribuer automatiquement à Madame Buzyn le statut de témoin assisté. En l'état, l'ancienne ministre ne peut donc être envoyée devant la Cour de justice de la République pour y être jugée. Enfin, le 19 janvier, le Conseil constitutionnel a rendu une décision très attendue relative au secret professionnel des avocats. La profession en attendait une reconnaissance de la valeur constitutionnelle du principe, qui n'est pas venue. Le Conseil était en effet saisi de la conformité du nouveau régime des perquisitions et saisies dans les cabinets et au domicile des avocats. Ce régime est issu de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire du 22 décembre 2021. On se souvient que cette loi a notamment inscrit le secret professionnel de l'avocat à l'article préliminaire du Code de procédure pénale et qu'elle a aussi réécrit les articles 56.1 et suivants du même code concernant justement les perquisitions chez les avocats. Ces textes interdisent qu'un document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel soit saisi et placé sous scellé. Ils prévoient aussi une exception. Le secret de l'avocat n'est pas opposable lorsque les documents apportent la preuve de leur utilisation à des fins de fraude fiscale, de financement du terrorisme, de corruption ou de trafic d'influence. Or, la Chambre criminelle de la Cour de cassation juge traditionnellement que le secret professionnel de l'avocat ne s'étend pas à ses activités de conseil, c'est-à-dire celles qui ne sont pas en rapport direct avec un contentieux judiciaire ou celles qui sont préalables à la mise en cause formelle de la personne.
La question est à la fois délicate et complexe. L'articulation des décisions rendues sur ce sujet par le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation avec la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire et sa circulaire est loin d'être évidente. On retiendra pour le moment que le régime des articles 56.1 et suivants du Code de procédure pénale est validé et que les sages de la rue de Montpensier ont refusé de reconnaître au secret professionnel de la défense une valeur constitutionnelle. Toute l'équipe de la rédaction pénale vous donne rendez-vous le mois prochain.